Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour une conférence organisée par l'association BLT. Nous sommes une jeune association organisée, alors créée surtout par des étudiants, mais qui est ouverte à toute personne désireuse d'approfondir sa réflexion, d'approfondir son raisonnement sur différents sujets de société. Donc l'association BLT est née en date du 3 septembre 2013, néanmoins elle fait suite à une conférence organisée le 30 mai dans cette même salle, le 30 mai 2013 dans cette même salle, sur l'Union Européenne à l'image du monde gréco-chypriote, où le consul de Chypre était venu répondre. Il s'agit ici de notre troisième conférence. Notre deuxième conférence est intéressée à Castelnau-le-Lez sur le système pénal, où M. Henri Temple, Mme Cotte, une avocate pénaliste, et M. Domanjou, commissaire de police, ont bien voulu répondre à nos questions. Et donc, cette conférence, nous avons souhaité, juste avant les municipales, effectivement, une vingtaine de jours, 15 jours même avant les municipales, nous intéresser à un sujet qui est assez, on va dire, délétère en ce moment, prenant, important puisqu'il concerne tout le monde. On est tous passés à l'école, nous avons tous suivi un cursus particulier, personnel pour certains, et nous nous sommes interrogés finalement à savoir si notre système éducatif remplissait encore ses missions, c'est-à-dire de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Tout d'abord, l'association BLT décide de créer des conférences débats, c'est-à-dire que le public pourra et participera à la suite, pourra poser ses questions à nos intervenants, et nous choisissons souvent de présenter des intervenants de différents milieux, de différents, on va dire, points de vue, ayant différents points de vue politiques, et c'est ce qui fait la force de nos conférences. Je tiens à remercier nos deux intervenants, Monsieur Hervé Martin, conseiller municipal, vice-président de l'Aglo, et Monsieur Éric Anceau, professeur d'histoire à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Donc, vous pouvez retrouver, en dernier point, l'association BLT sur notre page Facebook, avec le titre de l'association. Vous retrouvez également les vidéos de nos anciennes conférences. Comme vous constatez, nos conférences sont filmées. Vous pouvez les retrouver sur YouTube, nous avons une chaîne également sur YouTube. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter. Notre système éducatif remplit-il encore ses missions? Orientation, formation, emploi. Finalement, avec le gouvernement socialiste, l'éducation est revenue au premier plan. Sous un bon angle pour certains, sous un mauvais angle pour d'autres. C'est ce dont il sera question ce soir. Et effectivement, la réforme des rythmes scolaires a cristallisé sur elle beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements quant à l'avenir de nos jeunes, quant à la formation et à l'éducation française par rapport à nos autres amis européens. Et en tout cas pour ma part, je me suis rendu compte que l'éducation perdait du terrain. L'éducation se substituait finalement à l'apprentissage que les parents devaient donner, devaient permettre d'avoir à leurs enfants. Donc, ce sera un premier point, effectivement. Il s'agira de s'interroger sur la réforme des rythmes scolaires, ce qu'elle prévoit, ce qu'elle est, pour savoir si elle va dans le bon sens ou non, avant finalement de percevoir si l'orientation de nos élèves du primaire au collège, au lycée et éventuellement à l'éducation supérieure est réalisée dans de bonnes conditions. J'en doute. Donc, nous allons commencer tout de suite et je passerai la parole à M. Anceau sur notre première question. Notre conférence sera divisée en deux parties, majoritairement, sur deux questions fondamentales. Et notre première question, ce sera d'abord M. Anceau, ensuite M. Martin. La réforme des rythmes scolaires remet-elle en cause l'apprentissage des fondamentaux? Je vous remercie. Alors, merci Yannick. Pour que vous sachiez précisément de l'endroit d'où je parle, donc Yannick a fait une présentation de ma personne et de mes fonctions. Alors, je ne suis pas professeur, je suis maître de conférence à Paris-Sorbonne et à Sciences Po. J'ai un parcours très long dans l'enseignement secondaire avant d'arriver à l'université, puisque j'ai fait une quinzaine d'années, je suis très vieux, même si j'en ai peut-être pas l'air, une quinzaine d'années dans le secondaire, des zones d'éducation prioritaire, jusqu'au lycée, classe préparatoire. Mon épouse est
est prof en lycée actuellement et en collège. Et par ailleurs, il faut quand même le dire, pour que vous sachiez d'où je parle, je suis le délégué national du Parti Debout la République, avec Nicolas Dupont-Aignan, pour les questions de cohésion nationale. Donc ça correspond à la question de la laïcité, par exemple. Ça correspond bien évidemment à la question de l'éducation nationale. Alors beaucoup de notes me parviennent, hein, soit des notes écrites, soit des notes par voie électronique, à la fois de directeurs d'école, à la fois d'instituteurs, de professeurs du secondaire, de professeurs du supérieur et même de quelques recteurs, pour m'alerter sur ces questions d'éducation. Et en particulier, dans mon intervention d'une quinzaine-vingtaine de minutes, là je vais vous en faire état, Marc Lebris. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de Marc Lebris. Marc Lebris, il a été c'est un breton, comme son nom l'indique, pendant très longtemps instituteur, et puis il a terminé sa carrière, il est maintenant à la retraite comme directeur d'école. Et il a publié 2 best-sellers, hein, 2 livres qui se sont très très bien vendus. Le premier en 2004, et Vos enfants ne sauront ni lire ni compter. Et puis en 2009, Bonheur d'école. C'est un peu le contrepoint en disant que malgré les difficultés qu'il avait rencontrées, il avait pris un immense plaisir à se retrouver devant tous ces jeunes. Alors après ce préambule, abordons la question des rythmes scolaires. Je crois que dans ce dossier des rythmes scolaires, il ne faut pas faire preuve, et d'ailleurs je déteste faire preuve de dogmatisme et d'idéologie, il ne faut pas faire preuve de dogmatisme et d'idéologie, il faut voir les faits tels qu'ils se présentent. Alors je vais vous assommer, pardonnez-moi, d'éléments chiffrés, mais il faut bien que vous compreniez cette réforme des rythmes scolaires, les tenants et les aboutissants, pour essayer de comprendre, et j'espère vous convaincre, mais c'est un débat, donc peut-être ça ne sera pas le cas, là où je veux vous amener. Cette réforme des rythmes scolaires, elle a été pensée avant même que Vincent Peillon n'arrive au ministère de l'Éducation nationale. Je vous rappelle qu'au Parti socialiste, il était en charge de ces questions. Et il a voulu, en quelque sorte, si vous voulez, en faire véritablement la réforme, avec un R majuscule, qu'il allait laisser une fois qu'il quitterait le ministère. En quelque sorte, son projet phare. C'est le meilleur symbole, véritablement, on va le voir, d'un échec méthodologique. Mais prenons d'ores et déjà la mesure en termes de chiffres de cette réforme. 2013, donc c'est sur la base du volontariat. Je vous rappelle que la réforme des rythmes scolaires, son principe, c'est de revenir, on était à 4 jours et demi, on est passé avec Luc Châtel à 4 jours d'enseignement dans le primaire, c'est de revenir à 4 jours et demi, donc à 9 demi-journées, mais simplement, l'élément très important, c'est que Luc Châtel a supprimé 3 heures d'enseignement, et les 3 heures qui sont rétablies, ce sont des heures d'activité périscolaire. Ce n'est pas du tout pour y enseigner des matières comme le français, le calcul ou autres, mais pour y faire des activités d'éveil ou d'autres activités. Alors je vous donne les chiffres, cette année c'est sur la base du volontariat. À la fin de l'année 2014, à la rentrée de septembre 2014, ça sera obligatoire. Actuellement, 3852 communes appliquent cette réforme. Cela concerne 1,3 million d'élèves. 17% des municipalités sont donc concernées et 22% des effectifs de l'enseignement public. À partir donc de 2014, vous aurez 5,9 millions d'élèves supplémentaires et on aura la totalité normalement des établissements qui appliqueront cette réforme. Alors je vous disais que les choses vont mal. Si vous suivez l'actualité de la rue Grenelle du ministère de l'Éducation nationale, vous avez sans doute vu passer cela. Il y a un échange de mails en interne, mais en y mettant des correspondants autres, en destinataires absolument assassins, entre 2 proches de Vincent Peillon, son directeur de cabinet, Alexandre Sinet, et le directeur de l'enseignement scolaire, c'est-à-dire le numéro 2 du ministère, c'est quelqu'un vraiment de très important, Jean-Paul Delahaye, qui est celui qui pilote cette réforme des rythmes scolaires. En fait, ils sont en guerre ouverte, ils se font l'un l'autre un procès en incompétence, et vous savez peut-être que Vincent Peillon va quitter prochainement le ministère de l'Éducation nationale, il sera tête de liste dans la région sud-est, c'est un petit peu une ambiance fin de rêve. Alors après vous avoir dit cela, la fronde, un petit mot sur la fronde, puis après on entrera dans le cœur de la réforme. Hein. Vous avez eu un sondage CSA qui a eu lieu le 14 novembre dernier, qui faisait état que 54% des Français souhaitaient un abandon immédiat, pas
on regarde ce qui se passe et puis on abandonne, mais un abandon immédiat de cette réforme. Quand on s'intéresse uniquement aux parents d'élèves qui ont pu le tester avec leurs enfants, on passe à 65% de rejet dans ce sondage CSA du 14 novembre 2013. S'en est suivi une grande grève qui a un petit peu étonné tout le monde, le 14 novembre 2013, qui a été extrêmement suivi. Vous avez un mouvement un petit peu dans la lignée des bonnets rouges, hein. Vous savez que c'est très à la mode de prendre une couleur, ce sont les gilets jaunes, hein. Et là aussi ça a surpris tout le monde, puisque ce mouvement des gilets jaunes a connu un certain succès. Plus grave sans doute, et le républicain que je suis, même à la limite un petit peu choqué par cela, 5,6% des maires qui n'appliquent pas encore la réforme ont dit qu'ils seraient prêts à aller à la fronde, hein, y compris devant les tribunaux, et au moment où ils vont devoir appliquer la réforme à la rentrée de septembre 2014, ils se mettront dans l'illégalité et ils n'appliqueront pas la réforme. Vous doutez où se situe-t-il sur l'échiquier politique? Ils sont plutôt à droite et principalement, ce sont ici des maires UMP. Donc vous voyez, ça c'est pour prendre un petit peu la mesure, je dirais, de cette situation. 3 enquêtes ont été menées, dont je voudrais maintenant vous faire état, et vous allez voir que je vais essayer d'être ici, à avoir une approche scientifique, pas une approche politicienne des choses. Je vais vous dire que ces 3 enquêtes, y compris celles qui m'arrangeraient, ont un biais partisan, donc ne sont pas satisfaisantes. Et vous allez voir où je veux en venir. Les 3, y compris celles qui ont été commanditées par le ministère, vont malgré tout dans le même sens. Alors la première de ces enquêtes, c'est le Comité national de suivi de la réforme. Un comité qui est ce que j'appellerais un comité Théodule, hein, comme le disait le général de Gaulle, l'un de ces comités ministériels, composé en fait de personnes qui sont des salariés de l'éducation nationale. Vous avez dedans des directeurs d'école, par exemple. Vous avez des responsables départementaux de l'inspection académique, ceux qui s'occupent du primaire dans le cadre départemental. Vous vous doutez bien hein, que quand on adopte ce biais, les résultats vont être plutôt favorables. Alors je vous donne quelques éléments de langage de l'enquête. Hein. Le rapport se félicite des éléments très encourageants, un climat très constructif, des activités périscolaires qui sont globalement d'une grande variété, et le plus souvent qui répondent aux exigences de qualité souhaitées. Malgré tout, dit le rapport, indéniablement, il y a un problème au niveau des écoles maternelles. On l'a constaté, dit ce rapport, dans la plupart des écoles où nous sont parvenus des résultats. Donc vous voyez déjà, même dans ce rapport commandité par le ministère et réalisé par les hommes du ministère et les femmes du ministère, il y a quelques critiques. Alors, vous avez une deuxième enquête qui a été menée, c'est l'enquête de l'Association des maires de France. Et cette association des maires de France, eh bien, a, je dirais, un point de vue assez mitigé. 83% des maires concernés se disent satisfaits par la mise en place de la réforme. Mais, eux aussi, constatent un véritable problème au niveau des écoles maternelles. En revanche, disent-ils, dans nos communes, le primaire pose beaucoup moins de soucis. Alors pourquoi y a-t-il un biais dans cette autre enquête? Tous les maires n'ont pas été consultés. Je vous disais que cette année, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires se fait sur la base du volontariat. Et vous vous doutez que, globalement, ce sont des municipalités de gauche qui sont passées à la réforme, hein, avant que la totalité des municipalités le fassent. Donc, on a ce biais que 83% de satisfaction, mais sur des municipalités favorables. L'exemple le plus typique, je crois que Montpellier est passé à la réforme. L'exemple le plus typique, c'est bien sûr Paris. Bertrand Delanoë, il est en première ligne. Vous savez que très bientôt, il ne sera plus maire, il va entrer au gouvernement. On voit mal Bertrand Delanoë dire « Ah, mais cette réforme est absolument nulle », alors que si ça se trouve, il sera notre prochain ministre de l'Éducation nationale dans 3 semaines, dans 1 mois ou dans 2 mois. Hein, ça paraît très curieux. Alors là, je vous ai dit que ces 2 enquêtes, a priori, par leur point de vue, me sont peu favorables. Vous voyez que malgré tout, il y a des critiques pour les maternelles. Je voudrais vous faire maintenant état d'une enquête qui tire à boulet rouge, alors là pour le coup, sur cette réforme des rythmes scolaires, mais je vais adopter là le biais inverse, je vais vous dire aussi qu'il faut la prendre avec des pincettes. Cette enquête est celle des enseignants du principal syndicat
du primaire, qui s'appelle le SNUIPP, le Syndicat national des enseignants du primaire. Alors, beaucoup d'enseignants ont répondu à cette enquête, ils sont plusieurs milliers, et que ressort-il de cette enquête? Quasi unanimité pour dire que dans le primaire, la maternelle, pardon, ça ne va pas du tout. En revanche, un bilan plus mitigé pour le primaire, mais là on constate quand même des difficultés. On remarque en particulier que les enfants du primaire, comme ceux de la maternelle, sont extrêmement fatigués par la mise en place de cette réforme des rythmes scolaires. On constate que les municipalités, en particulier dans les petites communes, n'arrivent pas à payer des intervenants de qualité pour proposer des activités qui se tiennent, moyennant quoi on fait du macramé, on apprend à danser la zumba, quand on ne va pas pratiquer la pêche à la ligne. Bon, il faut le savoir, mais c'est encore une fois, c'est vérifiable, c'est sur Internet, sur le site du SNUIPP. Alors, après la critique, je relativise. Bien évidemment, vous vous en doutez, il faut aller sur le site de ce syndicat pour répondre. Donc, vous avez très probablement ici des adhérents, voire des militants. Ça, c'est un élément qui est très très important. Et en général, on participe à ce genre d'enquête avec énormément de questions quand on a un ressentiment, quand on est mécontent, bien davantage que quand on est satisfait. Je suis d'accord avec vous. Donc tout ça pour vous dire que les trois enquêtes ont un biais. Malgré tout, vous voyez que même dans les enquêtes commanditées par le ministère, on constate qu'au niveau de la maternelle, ça ne va pas. Alors permettez-moi, dans les 6 ou 7 minutes qui me restent, maintenant de venir à la réforme et pourquoi, moi, elle me pose un véritable problème. Elle me pose un problème, non pas encore une fois parce qu'on est passé de 4 jours à 4 jours et demi, j'y suis personnellement favorable, et mon parti Debout la République également. Les rythmes scolaires, il faut les étaler dans le temps. Et je vais vous dire franchement les choses, je suis même pour une réforme des rythmes scolaires qui s'étalerait non pas sur la semaine, mais qui s'étalerait sur l'année, et je vais faire preuve ici d'antidémagogie au possible, en rognant sur les congés d'été. Voilà. Si on voulait véritablement faire une réforme des rythmes scolaires qui se tiennent, on procéderait ainsi. Peut-être que ça ne serait pas très populaire, mais on ferait après tout comme font les autres pays, où les congés d'été sont beaucoup plus réduits. Et ça serait, peut-être que mon collègue communiste ne sera pas d'accord, mais il le sera peut-être aussi, ça serait rendre un service à des familles modestes qui ne savent pas comment garder leurs enfants pendant l'été, au lieu d'avoir 8 semaines de congés. Alors je ne suis pas un révolutionnaire, n'en avoir plus que 6,5 ou 7. Mais la semaine et demie qu'on arriverait à dégager permettrait d'étaler le temps de travail des enfants sur l'année. Donc oui à la réforme des rythmes scolaires, mais pas comme on y a procédé. Car je viens à ce qui me pose un véritable problème. Ce véritable problème, en fait, est quelque chose sur lequel on vit depuis une quarantaine d'années, mais qui a été accentué à partir du moment où Lionel Jospin est devenu ministre de l'Éducation nationale en 1988. Car véritablement, on a franchi ici un seuil, c'est l'enfant roi. Désormais, si vous voulez, celui qui est au cœur du système scolaire, ça n'est plus l'enseignant, ça n'est plus amener le jeune à s'épanouir pour qu'il devienne un adulte en lui donnant un maximum d'atouts dans la vie, mais c'est l'enfant auquel on va proposer des activités qui vont l'intéresser, de manière à ce qu'il ne se rebelle pas, d'une part, mais également qui y arrive en fait, en n'étant pas trop dur avec lui. Alors, je vous évoquais tout à l'heure Marc Lebris. Marc Lebris m'a écrit une lettre dans laquelle il évoque et pointe du doigt les problèmes qui sont là, parce qu'il a constaté avec les enseignants qui l'entourent, ces activités périscolaires, en fait, eh bien, c'est au détriment des enseignements fondamentaux. On pense ici au français, la lecture et l'écriture. On pense aussi, bien sûr, aux mathématiques. Alors ici, j'ai un chiffre à vous donner qui est choquant, mais que vous connaissez peut-être. 260 000 élèves qui entrent en 6e ne savent pas lire quand ils entrent en 6e. On a ici, manifestement, un très très gros problème. Il faut savoir que cette réforme des rythmes scolaires va coûter au bas mot aux collectivités locales, puisque ce sont les maires, par le biais des impôts locaux, qui vont en grande partie la financer, même si le ministère a abondé un fonds pour que dans les premières années,
ce soit le pouvoir central qui finance en grande partie cette réforme, va coûter au bas mot 600 à 800 millions d'euros. 600 à 800 millions d'euros. Ce sont de l'argent, des sommes que l'on pourrait dégager pour revenir justement à ces fondamentaux. Et nous proposons eh bien, que le temps qu'on va rajouter, c'est-à-dire les 3 heures qu'on va rajouter hebdomadaires, on les consacre à ces matières que sont le calcul d'une part et le français de l'autre, en dédoublant par exemple les classes, en venant en aide, beaucoup plus qu'on ne le fait, aux élèves du primaire en difficulté. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela a été très, très clair. Et effectivement, je rebondirai rapidement sur ce que vous avez dit par rapport à la lecture. Par mon expérience professionnelle, je constate, ne serait-ce qu'à l'université également, déjà, ces fondamentaux ne sont pas respectés avant. Quand je vois à l'université en lettres modernes, des personnes en 2e année qui ne savent pas qui est Rimbaud. C'est la base. Ou alors en 3e, qui n'arrivent pas à faire la distinction entre le présent et l'imparfait. Qui n'arrivent pas à faire la distinction entre un singulier et un pluriel. Ce sont des choses, des fondamentaux, et surtout, c'est l'image que ces élèves ont de l'apprentissage, ont du français, du calcul que je connais moins bien évidemment, puisque je suis plus spécialiste du français, mais cette image dégradée de l'éducation chez les élèves contribue finalement à cette évaluation de l'image de l'éducation. Je laisse la parole maintenant à M. Martin. Je vous remercie. Je vais compléter moi aussi, comme vous l'avez fait un petit peu, mon CV en quelque sorte, je dirais, puisque vous aviez dit donc, que je suis encore, pour 3 semaines, élu de la ville et de l'agglomération de Montpellier. Mais pour éclairer un petit peu plus le débat, il se trouve que professionnellement, je suis enseignant dans le secondaire, prof de lycée professionnel, mais en poste dans un collège, parce que je travaille dans une SECPA, c'est-à-dire des classes d'enseignement adaptées pour des élèves en grande difficulté scolaire. Voilà pourquoi je vais me permettre d'avoir les outils nécessaires pour réagir, je dirais, dans ce débat, parce que vous m'en excuserez, mais il se trouve que j'ai remplacé au pied levé Michel Passé qui devait intervenir ici, donc je n'ai pas eu le temps, bien entendu, de préparer une véritable intervention. Donc ce ne sera peut-être pas très bien structuré, mais je vais vous donner un certain nombre d'éléments de ce que je pense sur ce sujet-là. Peut-être tout simplement pour commencer en répondant à la question qui est posée, c'est-à-dire savoir si les rythmes scolaires remettent, enfin la réforme des rythmes scolaires remet en cause les apprentissages fondamentaux. Le débat va devenir intéressant parce que j'aurai apparemment une réponse contraire à la vôtre qui est non, de mon point de vue, la réforme des rythmes scolaires ne remet pas en cause les apprentissages fondamentaux. Ce qui ne veut pas dire que la santé, je dirais, des apprentissages fondamentaux se porte bien. Je pense que cette réforme a été voulue justement pour apporter un élément de confort dans l'apprentissage de ces fameux fondamentaux. Quelle est la situation qu'on connaît depuis bien longtemps? Tout le monde, mais vraiment quasiment tout le monde est d'accord pour dire que les rythmes scolaires tels que nous les connaissons encore jusqu'à maintenant, puisque tout le monde n'y est pas rentré dans la réforme, mais les rythmes scolaires tels que nous les avons connus jusqu'à maintenant ne sont pas du tout adaptés aux conditions nécessaires pour que les enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Je crois que là-dessus, il y a un consensus extrêmement large. Là où je vous rejoins totalement, c'est que cette réforme, alors Vincent Peillon avait dit que c'était une première étape, c'est-à-dire qu'il s'attaquait en quelque sorte d'abord au rythme dans la semaine, d'où le passage de 4 jours à 4 jours et demi et un nombre d'heures qui diminuait quotidiennement, et que dans un deuxième temps, il irait vers la réforme que vous avez l'air de souhaiter, que je peux souhaiter moi aussi d'ailleurs, sur l'étalement dans l'année, voir comment on réorganise l'année scolaire, puisque effectivement, on voit bien les 2 mois de vacances l'été, les 15 jours de vacances Toussaint, Noël, hiver et Pâques, donc on voit bien les problèmes que ça pose. Alors, oui, il faut rogner certainement sur les vacances d'été, tout simplement parce qu'il faut les étaler. Mais je crois que si on ne parle pas des obstacles réels qui sont sous-tendus,
on ne peut pas arriver aux vraies solutions. Quel est le problème qui se pose et quel est le principal reproche que je ferai, moi, à cette réforme-là, et je viendrai quand même après aussi à des aspects positifs. C'est qu'il y a eu une concertation. Et en tout cas, moi, je le vois au niveau de la ville de Montpellier, même si nous n'avons pas encore mis en route la réforme, nous sommes en train de la préparer pour la rentrée prochaine. Nous avons mis justement le temps nécessaire cette année pour mettre tout le monde autour de la table pour voir un petit peu comment on va l'organiser. C'est-à-dire les parents d'élèves, les enseignants et, je dirais de façon très générale, tout le tissu associatif qui va permettre de travailler correctement sur ce nouvel aménagement. Mais pour moi, nationalement en tout cas, il manque un interlocuteur important, c'est le monde de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre en place des activités périscolaires, en particulier en fin de journée? Tout simplement parce qu'il est hors de question de libérer les enfants, alors après une commune à l'autre, l'horaire peut changer, je dirais aux alentours de 16 h, pour qu'ils rentrent chez eux, alors qu'ils sont tout petits et que les parents sont encore au travail. Donc on fait appel à tout un tas d'associations sportives, culturelles, etc., etc., de façon à occuper en quelque sorte le plus intelligemment possible ces enfants-là. Le problème qui se pose, c'est que le constat qui est fait, c'est que effectivement, les enfants sont encore plus fatigués qu'avant. Mais bien entendu. Jusqu'à maintenant, la semaine faisait 4 jours. Maintenant, elle fait 4 jours et demi. Mais ils sortent de l'école à la même heure qu'avant. Et pas pour se reposer. Parce que là où je suis complètement d'accord, et là on se rejoint totalement, c'est que ces heures d'enseignement... Pardon, je fais un lapsus. Parce que je poursuis bien mon idée, justement. Ces heures d'activité périscolaire ne sont pas des heures d'enseignement. Ça ne veut pas dire que c'est du repos. Parce qu'un enfant, même quand ce n'est pas de l'enseignement du français, des maths, des matières, on va dire, fondamentales, il y a un apprentissage. Si j'apprends à faire du macramé, comme c'était proposé tout à l'heure, je fais un effort pour l'apprendre. En tout cas, moi, s'il fallait que je le fasse, je vous garantis que je ferai un effort pour le faire. Et dans tous les cas, je reçois des consignes. Je dois les comprendre. Je dois y répondre. Je dois les appliquer. Je dois m'y conformer. Je suis toujours dans un groupe. Je ne suis pas tout seul. Avec, pour faire court, la discipline de groupe et les relations de groupe que ça nécessite. Et tout ça, pour faire court, ça implique un certain niveau de fatigue. Donc, semaine plus longue, journée en termes d'activité, même si l'activité est différente, qui n'est pas raccourcie, donc effectivement, toujours autant de fatigue. J'en reviens à l'élément, le chaînon manquant. J'ai eu, il y a pas mal de temps maintenant, mais parce qu'on nous compare souvent à d'autres pays européens où on dit l'école se termine plus tôt, etc. Moi j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps, mais ça fait un moment, mais bon, en Angleterre. Je veux dire que les salariés, dans une entreprise privée, les salariés sortaient très tôt du travail. Je veux dire qu'à 17 h, il n'y avait plus personne dans l'entreprise. Là où en France, quand vous sortez à 19 h, vous êtes mal vu. Et là, ça change tout. C'est-à-dire qu'on ne peut revoir, parce que, bien entendu, ce qui se pose comme problème derrière, c'est la garde des enfants. Si les parents peuvent, excusez-moi de le dire comme ça, s'échapper de leur entreprise pour s'occuper de leurs enfants le soir, il n'y a plus la question de ces activités périscolaires. Et quand ils rentrent chez eux, ils ont la possibilité d'avoir leurs propres activités, d'être dans un cadre plus reposant, d'être dans un cadre où ils vont pouvoir avoir leurs activités d'enfants classiques, et donc finalement, oui, alléger leur journée. Donc vouloir mener ce type de réforme sans y introduire le chaînon du monde économique, je dirais, c'est strictement impossible, que ça soit sur la journée ou que ça soit sur la répartition à l'année, parce qu'on sait bien jusqu'à maintenant ce qui a empêché une nouvelle répartition sur l'année. Nous sommes dans un pays où une des premières industries, et ici dans la région on est bien placé pour le savoir, c'est le tourisme. Allez expliquer au Cap d'Agde, à la Grande Motte, à Palavas, etc., que les vacances d'été, elles font plus de 2 mois. Alors moi, je veux bien aller l'expliquer, hein, mais jusqu'à maintenant, si personne n'a osé le faire, c'est parce qu'on avait du mal à faire passer ce genre de message. Même logique, on est en pleine dedans d'ailleurs ici en ce moment, avec les vacances d'hiver. On est dans le premier pays européen en termes de stations de sport d'hiver.
aller expliquer à ces stations de sport d'hiver que d'avoir 15 jours de vacances en hiver, c'est appuyé avec l'étalement, etc., selon les zones, ça fait plus long, que cette logique-là, elle est terminée. Donc on se heurte au monde économique. Alors, je ne dis pas que c'est un empêchement définitif. Je dis au contraire que si on veut mener à bien cette réforme dans l'intérêt des enfants, il faut mettre autour de la table également ce chaînon-là, parce que sinon, nous n'y arriverons pas. Et alors, je disais, si on veut mettre au cœur du problème l'enfant. Et alors là, je vous rejoins sur cette idée de mettre, en tout cas qu'on a voulu jusqu'à maintenant, que certains ont voulu mettre l'enfant au cœur du système. Alors, je note quand même au passage que c'était beaucoup des associations de parents d'élèves de droite qui étaient dans cette logique-là. Hein. Mais bon, on a dit qu'on essaierait d'être le moins politicien possible, donc je referme ça vite fait. Dans tous les cas, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut mettre l'enfant au cœur du système. Pourquoi? Et je précise tout de suite, je ne dis pas qu'il faut le mettre de côté, bien évidemment, vous l'aurez compris, j'imagine, j'éclaircis mon propos. La relation d'enseignement, c'est comme toutes les relations de communication. Il y a un émetteur, il y a un récepteur, et puis il y a ce qui passe comme information, c'est-à-dire le contenu de l'enseignement entre l'émetteur et le récepteur. Et bien entendu, chacun, l'enfant et l'enseignant, sont tour à tour émetteur et récepteur, avec des contenus qui passent, l'enseignant qui a besoin du feedback pour savoir si l'élève a bien compris. Donc, si on veut que l'enseignement se passe dans les meilleures conditions possibles, c'est ce triptyque qu'il faut mettre au cœur. L'élève, l'enseignant et le contenu de l'enseignement. Si on ne met pas ensemble, en même temps et à égale importance ces trois éléments-là, la relation d'enseignement ne peut pas se passer correctement. Et quand on a dit on ne veut mettre que l'enfant au cœur du système, bien souvent on a fait n'importe quoi sur les contenus qui changent tous les 4 matins, avec des enseignants qui courent après, parce que quand on leur change les contenus tous les 4 matins, à la fois les contenus qu'ils enseignent, les méthodes pédagogiques qu'ils mettent en place pour l'enseigner, etc., ils sont obligés aussi de le changer tous les 4 matins. Et puis parce que j'entends aussi qu'il faut redonner de la valeur au métier d'enseignant, et excusez-moi de le dire, mais si on veut redonner de la valeur, les choses ont eu de valeur, et c'est souvent l'argent qui donne de la valeur aux choses. Il faudrait aussi peut-être se décider à payer les enseignants à la valeur qui doit être. Parce que si je compare le salaire des enseignants avec un temps de travail égal, je précise, un temps de travail égal, avec l'Allemagne, où on tourne, excusez-moi, les chiffres ne sont pas exacts, mais l'ordre d'idée est le bon, autour de 5 000 € par mois. Avec l'Angleterre, on tourne autour de 3 500 € par mois. Là où en France, on va tourner autour de 2 500 € par mois. Donc là aussi, sur les moyens, la valeur qu'on donne au travail d'enseignant, parce qu'il y avait dans les questions que j'ai regardé très rapidement, était posée la question de l'autorité, finalement, de l'enseignant, et puis c'est un petit peu ce que vous disiez dans votre propos introductif, en disant est-ce que l'éducation ne se substitue pas au travail d'éducation qui doit être fait par les parents. Je pense véritablement que si on redonne, en gros, on le sait, l'école, elle est au cœur de la société, quoi. Elle est à l'image de la société. Donc quand à un moment donné, on dénigre autant le travail de l'enseignant, je rappelle que le gouvernement précédent avait supprimé la formation des enseignants. C'est-à-dire qu'on s'imagine que d'aller enseigner, il suffit de se pointer devant des élèves, leur raconter un truc, et puis là, voilà, on a fait un acte d'enseignement. C'est-à-dire gommer des années et des années de recherche de pédagogie, comme s'il n'y avait pas besoin de pédagogie. Alors bien sûr, quand on a des enfants doués, bien accompagnés par les parents, etc., la pédagogie, on s'en fout. Ouais. Mais d'ailleurs, ces enfants-là, ils ont rester chez eux avec un bon papa, une bonne maman et un bon bouquin, et tout se passera très bien. Là où il y a problème, c'est quand on est dans des milieux sociaux plus en difficulté, avec des enfants plus en difficulté, et là, il faut de la pédagogie. Quand on supprime la formation des enseignants, ça veut dire que c'est un non-métier. Ça veut dire que c'est un non-métier. Quand on paye les enseignants comme on les paye en France, ça veut dire que c'est un non-métier. Donc là, effectivement, quand on veut assurer les enseignements fondamentaux correctement, et donc soigner correctement le triptyque dont je parlais, on ne peut pas traiter un des 3 éléments, c'est-à-dire l'enseignant,
comme on le traite en France depuis bien longtemps. Vous m'arrêtez pour le temps parce que je n'ai pas regardé. Excusez-moi, encore une fois, j'ai prévu que ça ne serait pas très structuré. J'en reviens là à un aspect plus institutionnel. Le financement. C'est vrai que là, j'ai quand même un problème sur le financement de cette réforme, mais qui n'est pas, je vais le généraliser, ce n'est pas le problème de cette réforme-là. C'est le problème de ce qu'on appelle, à tort, l'acte 3 de la décentralisation, qui pour moi est en fait l'acte 1 de la recentralisation, et qui fait que de plus en plus, l'État, voyant ses moyens restreints parce qu'il le veut bien, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher l'argent là où il est, mais dans tous les cas, dans l'état actuel des choses, puisqu'il ne va pas chercher l'argent là où il est, il restreint ses moyens, et donc il se décharge sur les collectivités territoriales. Donc ne venez pas trop gueuler quand les impôts locaux augmentent. À un moment donné, voilà, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Donc là, oui, il y a problème, c'est-à-dire qu'on a mesuré sur la commune de Montpellier, on sait que quand on va le mettre en place l'année prochaine, on a plusieurs schémas encore possibles, donc vous m'excuserez si la fourchette que je vais vous donner est encore très large, mais ça donne un ordre d'idée, on sait que ça va nous coûter entre 3 et 8 millions d'euros. C'est pas rien du tout. C'est extrêmement important. Et je terminerai là-dessus. Ces 3 à 8 millions d'euros, je les mets en regard de quoi? Je les mets en regard de ce que je disais longuement au début de mon propos, à l'absence du monde économique dans cette volonté de réforme. Le PIB de la France, il repart, lui. La crise, ça n'a pas été la crise pour tout le monde. Les plus pauvres se sont appauvris, mais les plus riches se sont enrichis. Pendant la durée de la crise, les plus riches se sont enrichis. Pendant que les enfants les plus en difficulté continuaient d'être en difficulté. Donc à un moment donné, si on veut mener ces réformes-là, il faut les mener parce qu'elles sont... moi je ne suis pas contre, parce qu'elle a beaucoup d'avantages pour les enfants si vraiment on allège les journées comme il faut, si on met en place les méthodes pédagogiques comme il faut, on arrivera à l'objectif auquel on veut arriver. Mais ça veut dire qu'il faut être bon sur le financement, et donc il faut aller chercher l'argent là où il est, et s'attaquer au pouvoir de l'argent. Et il faut être bon sur une vraie répartition du temps, c'est-à-dire pas que quotidienne, pas que hebdomadaire, mais également annuelle, et qu'il faut, comme par hasard, là aussi, aller s'attaquer au pouvoir de l'argent et aller voir un petit peu comment les entreprises ont utilisé les bénéfices qu'elles ont accumulés ces dizaines de dernières années, pour voir un petit peu comment on utilise cette richesse pour le bien de nos enfants, et de façon à ce que les parents puissent éduquer normalement les enfants avec le temps dans notre société qu'on doit octroyer à l'éducation de nos enfants. Merci beaucoup. Vous souhaitez réagir un peu? Sur 4 points. Le premier, pour apporter un complément, quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. 2, pour vous rejoindre, et globalement, je dois dire, je suis d'accord avec vous sur votre constat d'ensemble, mais quand même, nous traitons ici des rythmes scolaires et de l'introduction des activités périscolaires, et c'est le point quand même central, et là je suis désolé, d'accord avec vous sur ce point-là, parce que la question est de savoir ce qu'on fait du temps qu'on a rajouté, et moi ce que je dis, et là notre désaccord est grand, c'est que les activités périscolaires n'ont pas leur place dans les écoles primaires. On a du temps qu'on dégage, on aide les familles à les pratiquer en dehors. Je suis d'accord avec vous, dans les familles de travailleurs, c'est très très dur parce qu'ils sont pressurés par leurs entreprises. Nous sommes d'accord. Mais l'école doit enseigner les fondamentaux. Et là, il y a une faillite complète du système scolaire. On doit reprendre la main dans ce domaine-là. Donc là, on a un point de divergence. Alors sur les 2 autres points, je vous rejoins. Nous sommes d'accord, le 3e volet de la décentralisation est un volet recentralisateur. L'État n'a plus les moyens de financer, et donc il accable en fait les collectivités territoriales. Et c'est par le biais de vos impôts locaux que, bien sûr, cette réforme va être financée. Je vous rappelle quand même le coût, 600 à 800 millions d'euros. Ça n'est pas rien. Et là où je vous rejoins également, en nuançant quand même un tout petit peu, c'est sur la dévalorisation, bien évidemment, du métier enseignant. C'est un vrai problème, hein. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle remonte à plusieurs décennies. Avant, au début du XXe siècle, l'enseignant était au cœur de la société, était un personnage qui comptait. Pensez aux hussards noirs de la Troisième République.
Mais que dire du professeur du secondaire et encore plus du professeur d'université? Et maintenant, il n'a plus ce statut social qui le place au centre de la société. Alors je ne dis pas ça pour moi, hein, je ne dis pas ça non plus parce que je m'occupe de ces questions-là dans un parti politique, je dis parce que là on a un véritable problème de fond. L'école de la République, c'est bien sûr fondamental pour l'avenir de nos jeunes, pour créer du lien social, et là il y a une faillite absolument complète. Je nuancerai simplement en vous disant, lorsque vous dites revalorisation du métier d'enseignant, parce que quand on regarde, on compare, on va dire, les salaires à l'étranger, on se rend compte qu'il y avait un énorme retard pour le primaire. Il se trouve que les salaires dans le primaire ont été revalorisés ces dernières années, en particulier les débuts de carrière. D'ailleurs, vous savez qu'on ne dit plus instituteur, maintenant on dit professeur des écoles pour les nouveaux entrants dans la profession. Alors certes, c'est encore trop peu, mais quand on regarde dans les critères internationaux, et en particulier les pays de l'OCDE, la France est dans la moyenne. Elle n'est pas en dessous, elle est dans la moyenne. Alors, il y a des pays, effectivement, en Allemagne, où c'est plus élevé, nous sommes d'accord. Dans le secondaire, c'est un peu la même problématique. Et là, c'est pareil, hein, ça ne va pas vous plaire, parce que bon, je ne suis pas là pour faire de la démagogie. Le gros problème, le très gros problème, c'est l'enseignement supérieur, où là, on a une dévalorisation complète des enseignants-chercheurs, et là, pour le coup, on est en queue de peloton. Je vais l'évoquer tout à l'heure, les salaires des enseignants-chercheurs français sont devenus inférieurs à ceux des Espagnols. Alors, vous avez dû entendre parler d'une crise gravissime qui frappe l'Espagne. Nous sommes en queue de peloton international. Et je vous expliquerai pourquoi, c'est gravissime. Voilà. Merci beaucoup. Vous souhaitez réagir? Non? D'accord, très bien. Alors, avant de laisser la parole à la salle, nous allons passer à notre deuxième question, effectivement, qui traitera plutôt de l'enseignement, alors nous dirons secondaire, collège, lycée et éventuellement université pour le supérieur. Donc, les conditions d'enseignement et d'orientation permettent-elles aux jeunes de s'insérer dans la vie active? Effectivement, est-ce que l'éducation a encore un avenir dans la formation et dans l'accession à l'emploi? Pour cela, il s'agit de voir effectivement si le collège et le lycée ont encore une valeur. Je suis peut-être un petit peu... J'y vais peut-être un peu fort dès le début, mais c'est un constat lorsque nous constatons que des entreprises privées de soutien scolaire se retrouvent débordées de demandes de parents. Il s'agira aussi de voir si finalement les parents n'abandonnent pas l'éducation aussi au collège et au lycée, puisque je suis assez jeune sur ce point-là, alors je n'ai pas trop de recul, mais il y a quelques années, je pense que les parents, même s'ils n'avaient pas de connaissances particulières dans un domaine, suivaient véritablement l'éducation de leurs enfants, ce qui est un peu moins le cas. On les met au collège, on les met au lycée, et on pense que tout est réglé. C'est ce que disait d'ailleurs Voltaire, que l'éducation développe les facultés, mais il ne les crée pas. Donc, l'éducation n'est pas là pour éduquer dans le sens premier et primaire et inné les enfants, mais pour finalement développer ce que les parents sont censés leur apporter. Donc finalement, les conditions d'enseignement et d'orientation permettent-elles aux jeunes de s'insérer dans la vie active? Je laisserai d'abord la parole à M. Martin pour le début, ça va être un échange un petit peu, sauf si vous souhaitez réagir. Non. Merci. Alors, sur le secondaire et en particulier on retrouve finalement un débat qu'il est bon de traiter même s'il est ancien. C'est ce choix éternel, en tout cas on nous présente souvent comme un choix entre est-ce que l'école au sens large, mais le collège et le lycée également, c'est fait pour instruire ou c'est fait pour se former à un métier. Voilà, il y a cette espèce de dichotomie là où on voudrait que ça soit l'un soit l'autre. Bien évidemment, je dirais les deux en général, quoi. Est-ce qu'on a véritablement les moyens de faire les deux? Les choses ont beaucoup évolué dans le temps et je crois qu'on a parfois une fausse image parce qu'il y avait une partie de la population, en particulier des collèges, parce que finalement je crois qu'on sait que le nœud du problème, le plus dur du problème, il est dans les collèges, véritablement. Et il y avait à une époque toute une catégorie, tout un grand nombre d'enfants qu'on ne voyait pas dans les collèges
qui n'avaient pas accès à l'éducation au collège, mais qui ne posaient finalement pas beaucoup de problèmes en termes d'insertion, parce qu'on n'avait pas un chômage au niveau où il est actuellement, parce qu'on avait aussi un mode de vie beaucoup plus rural et donc beaucoup moins urbain que maintenant. Et donc, dans les campagnes, dans les villages, il y avait la possibilité d'une insertion pour ces personnes-là, dans tout un tas de travaux, que ce soit les travaux des champs, mais aussi un certain nombre d'autres travaux, qui faisaient que chacun, dans cette société-là, pouvait trouver sa place, même s'il n'était pas resté très longtemps au collège. Ce monde-là a changé. On veut, et ça pour moi c'est très bien, accueillir l'ensemble des enfants ou des adolescents jusqu'à 16 ans dans le milieu scolaire, mais en même temps, le chômage s'est développé, la société s'est urbanisée, du coup, ces enfants-là qu'on a du mal, je dirais, à insérer, ça se voit, ça se remarque beaucoup plus qu'avant. Donc le problème n'est pas nouveau, simplement, je dirais que maintenant, il nous saute à la figure. De quoi manque-t-on dans ces fameux collèges? Au moins deux choses. D'abord, et je suis désolé parce que on nous dit souvent que c'est pas ça, moi je prétends que ça en fait partie. Oui, il y a un problème de moyens. Oui, il y a un problème de moyens. Je vais prendre un exemple très simple, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis prof en SECPA, des sections d'enseignement général et professionnel adapté, où on accueille donc des élèves qui sont en très grande difficulté scolaire, donc des structures un petit peu particulières dans les collèges pour ces enfants qui ne peuvent vraiment pas suivre dans les classes classiques. Ils sont 16 par classe. Et en 4e et 3e, où ils font de l'enseignement professionnel se fait à 8 élèves par classe. Comment se fait-il à ce moment-là que, je dirais, les décideurs aient décidé que pour ces élèves en difficulté, il fallait qu'il y ait peu d'élèves par classe? Et donc, forcément, un nombre d'enseignants un peu plus élevé, parce que chaque enseignant a un peu moins d'élèves, donc pour accueillir son nombre d'élèves, il faut un peu plus d'enseignants. Donc comment se fait-il que là, dans ce cadre très particulier, on veuille bien reconnaître, mais comme personne ne le connaît, ça ne se voit pas trop, c'est pas grave, mais là on veut bien reconnaître qu'il faut un peu plus de moyens. Mais que par contre, quand on vient demander des moyens pour travailler normalement dans les classes, je dirais normales de collège, on dit ah ben non, là c'est pas la peine, là donc vous pouvez y aller à 30 ou 35 par classe, il n'y a pas besoin de plus de profs, il n'y a pas... Voilà. Quand je parle de moyens, il y a les moyens matériels, etc., mais à la limite, ça on arrive à se débrouiller, puis je dirais en plus que les conseils généraux font le boulot globalement assez correctement. Mais oui, il y a besoin d'enseignants. Parce qu'on ne met pas en place les mêmes méthodes pédagogiques quand on a 15 gamins, quand on en a 30, ou alors, ça veut dire, poussons la logique jusqu'au bout, je ne vois pas pourquoi, en collège, on ne fait pas cours devant des amphithéâtres de 300 élèves. Si vraiment il n'y a pas d'effet de seuil en termes de pédagogie, et en fonction du nombre de gamins qu'on a, on peut mettre en place telle ou telle pédagogie, si vraiment la question des moyens ne se pose pas, on peut, alors là, gagner, ça fera plaisir à beaucoup, gagner beaucoup de postes fonctionnaires, et mettre quelques profs du secondaire devant des amphis de 300 élèves, il n'y aura aucun souci. Donc il y a très fortement cette question des moyens. Ensuite, je le disais tout à l'heure, l'école, le milieu scolaire, il est profondément plongé dans la société dans laquelle on vit. Cette société a évolué vers un monde urbain, avec les problèmes de logement qu'on connaît, avec une précarité au niveau du chauffage, une précarité au niveau des transports, etc., qui fait que ces élèves se retrouvent dans des difficultés qu'ils ne connaissaient pas avant, et leurs parents se retrouvent aussi dans des difficultés qu'ils ne connaissaient pas forcément avant. Comment voulez-vous? Moi, il y a quelques semaines, j'ai un élève, il est arrivé en classe, absolument intenable. Quand il a ouvert à 8 h du matin la porte de son appartement pour venir au collège, mais 10 minutes pour venir à pied,
il y avait allongé sur le palier devant la porte son père allongé complètement bourré, que sa mère n'avait pas laissé rentrer la nuit parce qu'il était rentré complètement bourré. Le premier geste de ce gamin le matin, c'est d'enjamber son père qui est complètement bourré sur le palier. Allez faire cours avec ce gamin-là après à 8h30 quand vous l'avez en classe. Voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de protections à apporter pour pouvoir travailler normalement. Et là, par contre, les collectivités territoriales ont un grand rôle à jouer. Parce que ces situations-là, ceux qui peuvent les mieux les repérer et mettre en place les moyens pour agir, ce sont les collectivités territoriales qui agissent au plus près des habitants, au plus près des citoyens. Donc là, oui, il y a des choses à faire. Chose à faire, qu'on va se retrouver en difficulté, et je refais le lien là aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec ce que moi j'appelle l'acte 1 de la recentralisation. Voilà. C'est-à-dire que quand on décentralise, en donnant des pouvoirs, mais en donnant les moyens qui vont avec ces pouvoirs, on peut agir. Quand on recentralise, c'est-à-dire que c'est la question de la métropole là aussi, hein. C'est-à-dire qu'on éloigne le pouvoir du citoyen. On fait demi-tour par rapport à ce qu'on faisait avant. Et les dotations d'État qui arrivaient, qui sont restreintes et qui vont se réduire, quand ces dotations n'y sont plus, comment on fait pour agir aussi à ces niveaux-là? Parce que là, il y a besoin d'éducateurs dans les quartiers. Là, il y a besoin de pouvoir agir. Moi, je m'occupe du logement au niveau de l'agglomération. Là, on a besoin d'agir vraiment sur les conditions de logement, on a besoin d'agir sur les conditions de santé, on a besoin, etc., etc., etc. Sinon, ces élèves-là, on peut mettre du périscolaire, ce qu'on veut, ça ne changera strictement rien. Moi, le gamin, il a enjambé son père qui était complètement bourré sur le palier. Voilà, donc je pense qu'il faut arriver à tenir tous ces aspects-là si on veut y arriver. Dernier point. Là aussi, je reviens sur l'intervention parce qu'il y a quand même le côté formation et insertion professionnelle, en quelque sorte. Curieusement, on dit souvent que notre système va mal, mais quand même, on va constater, et là-dessus on sera tous d'accord, que quand on a des diplômes, on s'en sort mieux que quand on n'en a pas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se retrouver au chômage quand on a des diplômes. Parce que malheureusement, on sait tous bien qu'on peut avoir des diplômes et se retrouver au chômage. Il n'empêche que, plus on a un niveau de qualification élevé, et plus on a des chances de trouver un emploi. Ça, c'est une réalité. Il faut quand même travailler le lien avec le monde de l'entreprise. Moi, là où j'ai un souci, et là où j'en veux un peu au monde de l'entreprise, et pourtant Dieu sait que j'entends parler de l'apprentissage et de qui serait la solution miracle. Bien souvent, c'est présenté comme vous voulez vous insérer dans le milieu professionnel, l'apprentissage. Alors, on envoie nos jeunes chercher un patron qui pourrait les prendre en apprentissage. Alors, quand ils ont déjà le bac, quand c'est pour prendre un apprenti à bac plus 2, etc., un jeune qui est déjà majeur, bien éduqué, etc., il n'y a pas trop de soucis. Les jeunes dont je parlais juste avant là, curieusement, moi, les patrons, quand je vais les voir, ils ne me les veulent pas. Parce que moi, je travaille à l'orientation de mes élèves après la 3e. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Alors moi, j'entends, hein, y compris à la CCI, à Montpellier, vive l'apprentissage, vive l'apprentissage. Ben, super, je vais aller les voir. Ils vont me les prendre, puisque c'est la solution miracle. Y compris pour éduquer les jeunes, hein, parce qu'ils n'hésitent pas. Non seulement ils vont leur donner une formation professionnelle, mais en plus, eux, ils vont leur apprendre ce que c'est que la vie. Hein. Avec eux, les jeunes, ils arriveront à l'heure le matin. Avec eux, les jeunes, ils parleront comme il faut aux adultes de l'entreprise, aux clients, etc. Mais ça ne dure pas 15 jours. Moi, je les envoie en stage, ces jeunes-là, chez les patrons, ils me les renvoient. Donc c'est marrant, tout d'un coup, on parlait de l'autorité de l'enseignant, l'autorité du patron, qui pourtant, la repose. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Et du coup, là où je leur en veux un petit peu, c'est qu'ils présentent l'apprentissage comme une solution miracle, mais en gros, pour les jeunes, qui sont déjà pas mal formés, qui sont déjà bien éduqués, qui effectivement n'ont plus qu'à aller voir sur place comment se fait le métier. Mais les jeunes les plus en difficulté, ceux qu'on n'arrivera pas à insérer pour de bon, là on a besoin d'un coup de main du monde économique, là on a besoin de travailler main dans la main le milieu scolaire,
le milieu de l'entreprise pour arriver effectivement à tirer ces gamins vers le haut. Sauf que 9 fois sur 10, je vous le garantis, 9 fois sur 10, le garagiste, le boulanger, le etc. Et je peux le comprendre en même temps, hein, mais sauf que faut se mettre autour de la table. Il dit non mais moi j'ai autre chose à foutre qu'à lui apprendre la vie à ce gamin-là. Je suis juste là pour lui apprendre le métier. Et bien ouais, mais mon gars, il est comme ça le gamin en question, quoi. Voilà. Parce qu'on a un système qui s'auto-reproduit. Et moi c'est là que j'ai un souci, je conclurai là-dessus. J'aurais des ébauches de solutions, mais ce serait trop long. C'est qu'on a un système, et c'est là qu'il faut qu'on soit très attentif, un système qui s'auto-reproduit. Mes élèves en grande difficulté. À 20 ans, 21 ans, c'est à peine quelques années après que je les ai eus, sont en général pas tous très bien insérés encore professionnellement, mais ils font des enfants. Et il se trouve que ben moi, ça fait 12 ans que je suis là-dedans. Donc je commence à voir arriver les enfants des élèves que j'ai eus il y a une douzaine d'années. Je peux vous assurer qu'au moment où ils ont fait, ces enfants-là, ils sortaient à peine de mon bahut, quoi. Mais comment ils vont les éduquer, quoi. Voilà, je veux dire, ils n'étaient même pas éduqués eux-mêmes. D'accord? Donc il est vraiment urgent, là aussi, de mettre autour de la table, et là je gobe les étiquettes politiques, je veux dire, mais c'est marrant, comme il en manque toujours un. Il en manque toujours un. Il n'est pas possible de traiter réellement de ces questions-là quand il manque toujours un interlocuteur. Parce que le milieu de l'entreprise dit, le milieu des profs, on ne peut pas bosser avec. Et je suis désolé, là je vais le dire assez sèchement, mais je le vis tous les jours. J'ai du mal, pour ceux qui en ont le plus besoin, de bosser avec le monde de l'entreprise. Excusez-moi, je suis presque caricatural, je reconnais, parce que j'en ai quelques-uns qui m'en ont sauvé quelques-uns. Hein. Voilà. Mais je parle sur des effets de masse, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arriver véritablement à mettre tous les interlocuteurs autour de la table, sinon c'est strictement impossible d'y aller. Merci beaucoup. Je laisse la parole à M. Rousseau. Alors je vous rejoins bien évidemment sur plusieurs des constats que vous avez dressés, et en particulier sur le fait que tout se décide très tôt. Vous évoquez le collège, on a démarré par le primaire, hein, j'insistais sur les fondamentaux, parce que bien évidemment, primaire et collège sont pour moi tout à fait essentiels. Vous avez évoqué le problème de la reproduction. Bourdieu, il y a du bon et du mauvais chez Bourdieu, avait pointé ce problème qu'effectivement, les fils de milieux modestes avaient moins accès à des positions élevées dans la société que ceux qui étaient fils de profs. Hein, il se trouve les fils de profs qui, normalement, dans la société, s'élèvent le plus haut, mais également cadres ou patrons. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Mais ne croyez-vous pas, et là je vous pose une question, vous vous doutez que ma réponse est toute prête, que le pédagogisme, justement, est en grande partie responsable de cela. Parce que quand on va mettre sur le marché du travail des jeunes qui, d'une part, ne sont pas disciplinés par l'école, mais d'autre part, n'ont pas les armes pour se placer sur le marché du travail, eh bien, ils vont être défavorisés. Quand vous êtes dans un milieu favorisé, que font vos parents le soir? Ils vont pouvoir, soit eux-mêmes, parce qu'ils savent le faire, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, et ils vous paieront dans ces cas-là un répétiteur, pallier au problème de l'école. Mais dans le milieu modeste, tout ça est absolument impossible. Voilà. Ça, c'était le préambule que je voulais faire. Donc, vous voyez, communistes et gaullistes se rejoignent sur quelques points. Maintenant, il y a aussi des différences. Et vous, parce que bon, vous êtes dans la majorité PS, BC et autres, vous n'avez peut-être pas pu dire tout ce que vous voulez dire, mais moi j'ai ma liberté de parole et je vais même taper un petit peu sur les réformes gouvernementales. Vous savez sans doute que paraît tous les 3 ans une enquête qui s'appelle l'enquête PISA. PISA internationale. Alors bien sûr, il y a des biais. Bien sûr, PISA, c'est pas non plus la panacée. Mais malgré tout, cette enquête PISA teste, pour vous donner une idée, 500 000 jeunes dans 65 pays. Que remarque-t-on? Depuis que cette enquête existe, depuis les années 2000, le rang de la France ne cesse de baisser dans les mathématiques. En français, j'y reviens, les matières fondamentales. Et là, ce n'est pas les jeunes qui viennent de quitter la maternelle ou le primaire, ce sont les jeunes qui quittent le système scolaire, car PISA les teste quand ils ont 15 et 16 ans. Donc vous voyez, en bout de l'âge légal de la plupart des pays, obligatoire de l'école. Hein. Alors pour la France, le constat est tout à fait dramatique. Hein. Nous étions 22e en 2010, nous sommes passés 25e en 2013. Je rappelle qu'en France,
France, je donnais tout à l'heure le chiffre de 260 000 jeunes qui, en entrant en 6e, ne savent pas lire et écrire. Eh bien, ça va peut-être vous choquer, mais c'est la réalité. Hein. C'est des chiffres qui viennent du ministère en plus. 150 000 jeunes ne savent toujours pas lire et écrire en sortant du collège. 150 000 jeunes. Est-ce que vous vous rendez compte, dans un pays qui se targue d'être la 6e ou 7e puissance mondiale? Quand même tout à fait dramatique. Vous avez 250 000 décrocheurs. Alors le gouvernement, payons, je le crédite de cela, a fait du décrochage scolaire une grande cause nationale. Simplement, à mon avis, il ne prend pas les bonnes solutions pour y parvenir. Au cœur de la réforme, refonder l'école de la République, qui est la grande loi qu'a fait voter donc le ministre Peillon, et de la loi qui en prend la suite, puisque vous savez que ces deux lois s'articulent, la loi enseignement supérieur et recherche, de l'autre ministre de l'enseignement supérieur, qui s'appelle Madame Fioraso. Vous avez, je dirais, un élément clé, une clé de voûte dans ce système, c'est ce que l'on appelle les SP. Je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, si vous en avez entendu parler, mais si ça n'est pas le cas, je vais éclairer votre lanterne. Les SP, c'est les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, les héritières des IUFM. Alors là où je vous rejoins, c'est que sous le gouvernement précédent, sous le gouvernement UMP, vous aviez les IUFM. Et le ministre qui s'appelait Luc Châtel, qui venait du monde de l'entreprise, il était DRH dans un grand groupe, s'intéressait, il faut le dire, assez peu aux problématiques de formation des maîtres. On a retiré des moyens à ces IUFM. Moi, ce que je reprocherais au ministre Peillon, c'est de leur avoir donné énormément de moyens à ces SP, puisqu'il s'agit en fait de formater les enseignants et plus tard les élèves de la maternelle à l'enseignement supérieur. Et en fait, je ne vous dirai ici qu'un mot, dans ces SP, tous ces enseignants vont être formés de manière à passer de l'état en fait qui crée une véritable formation pour nos jeunes à ce que j'appellerais, ce que Jean-Luc Gréau, l'économiste, a appelé l'état mère, c'est-à-dire l'état social. Alors j'entre maintenant un petit peu dans le détail, vous allez comprendre la boucle que j'ai voulu ici vous décrire. Nous avons un très gros problème avec notre jeunesse et nous avons un gros problème de chômage. Donc que s'agit-il de faire? Nous avons été en 1975 avec la réforme Abi vers le collège unique. Avant le collège unique, vous aviez des collèges d'enseignement technique et vous aviez des collèges classiques d'enseignement général. Alors on est d'accord, ça reproduisait socialement les différences, mais des jeunes qui avaient une appétence, je dirais, pour des professions manuelles pouvaient trouver leur voie. Aujourd'hui, le but, 80% d'une génération au baccalauréat, c'était Jospin, 1988, Peillon, 50% d'une génération en licence. Et donc, avec les SP, on va en fait massifier le premier cycle universitaire pour mettre, tout à l'heure vous évoquiez monsieur Coco, des étudiants qui ne savent pas écrire, des jeunes qui n'ont même pas l'idée qu'ils pourraient faire l'université, des matières comme la philosophie ou les lettres, on va les y mettre, tout simplement. Alors pourquoi? C'est-à-dire, je pousse un petit peu loin le bouchon, eh bien tout simplement parce que ces jeunes, nous n'arrivons plus à les gérer sur le marché du travail, donc on fait en fait du traitement social par le biais de l'université de ces jeunes. Nous avons en effet, ça ne nous a pas échappé, une particularité en France. Nous sommes le seul pays au monde à avoir un système de l'enseignement supérieur dual. Nous avons en effet, à côté des universités, les grandes écoles. Alors pour les grandes écoles, il n'y a pas de problème. Les droits d'entrée dans ces grandes écoles sont des droits extrêmement élevés. J'enseigne à Sciences Po, donc je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. C'est soumis bien sûr à condition de revenus, mais à Sciences Po, vous payez quand vous venez des classes moyennes 9 000 € par an pour que votre fils ou votre fille y soit scolarisé. Vous doutez bien que même si, pour les plus modestes, il y a des bourses, pour les enfants des classes moyennes, c'est tout à fait impossible d'accéder à Sciences Po. Donc là, vous avez une profonde injustice. Par contre, l'université, il n'y a quasiment pas de droit d'entrée. Les droits d'inscription à l'université sont parmi les plus faibles au monde. Et en fait, notre système universitaire, je vais vous livrer des derniers chiffres pour finir, qui se casse littéralement la figure, est chargé en fait d'accueillir ces jeunes qu'on ne sait pas placer autrement. Alors les chiffres, maintenant, je vous les donne. Pour l'enseignement supérieur et la recherche,
1,4% du PIB en France. Les États-Unis, 2,8%. Les pays scandinaves, 3,7%. Alors là, je crois que j'ai tout dit, vous avez compris, c'est un choix gouvernemental, c'est une priorité nationale. Nous, l'éducation, de la maternelle au supérieur, c'est notre priorité, avec un grand P. On dégage des moyens pour que notre jeunesse ait une formation digne d'elle-même et de notre nation. Voilà. Alors, j'ajouterai un point, peut-être de laisser la parole à M. Martin pour répondre. Je suis également à l'université et je vois ce que vous voulez dire sur ce point-là. Effectivement, on ne paye pas forcément de droits d'entrée, très peu pour les boursiers. Par contre, question bourse, c'est donné de manière totalement aléatoire. Aléatoire, mais surtout, c'est presque, on jette l'argent par les fenêtres. C'était très peu choisi, et surtout sur des critères complètement farfelus. Pour ma part, je suis obligé de travailler pour pouvoir me permettre de faire mes études. Donc c'est un point assez essentiel. Et par rapport à ce point-là, lorsqu'il s'agit de trouver un travail, notamment lorsqu'il s'agit de remplacer certains professeurs absents par des contractuels, on a fait appel à l'université de lettres à des boursiers de la licence 2 au master 1. Soit je n'étais plus boursier, j'ai quand même fait une demande, on ne sait jamais, j'avais déjà une expérience dans l'enseignement, j'avais à peu près entre 800 et 1000 heures d'enseignement en collège, en lycée et à l'université. Finalement, vu la pénurie de personnes, on a enlevé les Master 1, on a préféré prendre des licences 2, et on m'a dit, désolé, vous ne rentrez pas dans ce domaine. On a préféré prendre quelqu'un que je suivais déjà à l'université en enseignement, plutôt que de le prendre. Seule solution pour des personnes de ce style, comme moi, c'est de partir ensuite à l'étranger. Nous partons à l'étranger, nous allons enseigner à l'étranger parce que nous sommes demandés. C'est un peu le problème également de l'éducation de nos jours. On n'arrive pas à retenir ce qu'on considère comme des formes de nos cerveaux, ou en tout cas des personnes qui souhaitent, et on préfère des personnes peu qualifiées pour enseigner. Alors effectivement, quand une classe de 35 élèves se retrouve devant une personne qui n'a jamais fait d'enseignement, qui vient de rentrer à l'université depuis un an et 2 mois, effectivement, question autorité, on y repassera. Je laisse la parole maintenant à M. Martin pour répondre éventuellement. Oui, juste un élément ou deux. Parce que si on veut mettre justement tous les acteurs autour de la table, on ne peut pas dire des pédagogues qui font du pédagogisme. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut justement sortir de ce type de logique-là, où les uns vont accuser les autres de mal faire les choses finalement. Voilà. Ça, je pense qu'il faut sortir absolument de cette logique. Également, les chiffres de jeunes qui sortent sans aucun bagage, en tout cas sans qualification, etc., les non-lecteurs d'abord, et puis voilà, ce qu'on appelle les décrocheurs, c'est-à-dire ceux qui sortent sans aucune qualification, sans diplôme, ils existaient déjà. Ils existaient déjà, d'accord? Simplement, le système tel qu'on l'a conçu a cherché à les garder à l'école le plus longtemps possible pour justement essayer de les tirer vers le haut. À l'époque, on ne les voyait pas. Encore une fois, ils étaient dans les campagnes, dans les villages, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, ils partaient à la vigne. Je veux dire, dans la région, il y avait même, on a l'exemple ici, dans la région, dans le département, dans les hauts cantons, d'un lycée agricole, qui est un lycée agricole privé, mais c'est assez particulier parce qu'en réalité, il est géré par l'ensemble des communes qui sont là autour. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, tous nos gamins à 14 ans, ils se tirent pour aller bosser dans les vignes et on ne peut pas leur donner d'instruction, etc. Donc on va nous faire un établissement où ils pourront aller bosser à la vigne, mais en même temps, on leur fera un enseignement, ils auront un CAP agricole, ils auront, voilà, et ça perdure depuis, je crois, 50 ou 60 ans maintenant. Voilà. Donc ils existaient, ces jeunes-là. Simplement, maintenant, le type de société qu'on a fait qu'ils ne peuvent plus s'intégrer. Mais je pense que si on n'avait pas mis en place le collège qui les garde jusqu'à 16 ans, on en aurait beaucoup plus. Parce qu'on regarde ceux qui restent au bord de la route. Moi, j'aimerais aussi quand même qu'on mesure le nombre qu'il y en aurait actuellement au bord de la route si on n'avait pas fait en sorte de pouvoir leur donner un enseignement jusqu'à l'âge de 16 ans au collège. Je crois que si en plus on regarde
le type d'emploi, enfin l'industrie française s'est cassée la figure. Voilà, grosso modo, je suis désolé, je caricature, je le reconnais aussi, mais on essaye d'aller vite dans le débat, on n'a plus d'industrie française. Donc effectivement, on essaye de tirer vers des emplois avec des qualifications plus élevées, plutôt que d'aller former des manœuvres, puisqu'on n'a plus... voilà, on ne va pas aller former quelqu'un à fabriquer des téléphones portables alors qu'on ne les fabrique plus chez nous. Par contre, on va peut-être former des gens à construire et à imaginer, à inventer, je ne sais pas comment on dit, parce que moi je suis nul dans ce genre de trucs, mais les logiciels qu'on va mettre là-dedans, ça on peut faire. Donc oui, l'objectif de les tirer 80% au bac, puis maintenant la moitié à la licence, etc., ce sont des objectifs, ce sont des horizons qu'on se fixe. Mais bien sûr, il faut se fixer des horizons comme ça. Et en plus, je suis désolé, mais moi quand je vois les familles, quand je commence à leur dire, vous savez, il faudra, parce que le patron me dit, je n'arrive pas à trouver de maçon. Alors d'abord, je reviens au truc de tout à l'heure, hein. C'est quand même curieux, c'est un truc vachement curieux, la loi de l'offre et de la demande. Alors, mais que tout se règle par la loi de l'offre et de la demande. Sauf le salaire des maçons. Entre autres, hein, je pense à eux. C'est-à-dire que les gars, ils me disent, on n'arrive plus à trouver de maçon. Moi, je lui dis, paye-le 5 000 € par mois, tu vas voir, tu vas en trouver, quoi. Voilà, c'est-à-dire que curieusement, très curieusement, la loi de l'offre et de la demande, là, elle ne s'applique plus. Il y a une pénurie de maçons, mais les prix n'augmentent pas, vous voyez, c'est un truc vachement curieux, quoi. Mais bon, je referme cette parenthèse-là. Quand je dis aux familles, écoutez, il faudrait peut-être voir, voilà, sur tel métier, ou... Ouais, mais est-ce qu'il a encore la possibilité, vous pensez, d'aller là? Écoutez, j'ai pas de boule de cristal, hein, c'est des sciences humaines, hein, tout ça, c'est pas de... Voilà. Mais les familles, évidemment, essayent d'aller au plus haut quand ils le peuvent. C'est pour ça que moi, le discours qui est sur... les emplois manuels, etc. Mais bien sûr, je suis moi aussi convaincu que l'emploi manuel, c'est pas du tout dévalorisant. Mais il n'empêche qu'une famille, quand elle peut voir son enfant qui sera plutôt architecte que manœuvre, eh ben elle va faire ce qu'elle peut pour qu'il soit plutôt architecte que manœuvre. Et on a beau lui dire, vous savez, si le manœuvre, il aura du boulot parce qu'ils en manquent. Ben, écoutez, quitte à se casser la gueule, je préférerais qu'il essaye d'aller là, quoi. Voilà. Et ça, c'est naturel comme réflexe. Donc je trouve bien de se fixer des horizons du type 50% de la licence. On en pense ce qu'on veut du chiffre, j'ai envie de dire, on s'en fout presque, peu importe. C'est un horizon qu'on se fixe. Mais après, quand on se fixe un horizon, en gros, on fixe un horizon à notre société tout entière hein, quand on fait ça. Par contre, derrière, il faut se donner les moyens de l'atteindre. Ça, c'est autre chose. Oui, alors je suis bien sûr d'accord avec vous, il s'agit d'élever le jeune des milieux modestes. On est tous d'accord, je pense, dans la salle. Je suis d'accord avec vous, la technicité fait que certains emplois aujourd'hui, on pense à des travaux très pénibles en usine, n'ont plus lieu d'être. On est dans le cadre d'une mondialisation, je ne vais pas vous dire le contraire. Il n'empêche que sur l'artisanat, ne niez pas le contraire, on a besoin d'artisans. Hein. Que fait-on concrètement aujourd'hui? Vous le savez que les travailleurs détachés, on les fait venir d'ailleurs. Bon, peut-être peut-on faire venir, peut-être peut-on former chez nous les jeunes ici qui nous manquent. Alors sur les chiffres, je suis désolé, vous dites que c'est un horizon qu'on se fixe. C'est pas un horizon qu'on se fixe, c'est une réalité. Je vous donne quand même les chiffres du baccalauréat. Baccalauréat, l'objectif comment dirais-je, de Jospin, 80%, nous sommes à 86% d'élèves au baccalauréat. Le baccalauréat, vous le savez tous, ma fille a eu 18,50 au baccalauréat. Je lui ai dit, mais écoute, ton baccalauréat, excuse-moi, tu es une très bonne élève, tu travailles bien. Il ne vaut pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ce baccalauréat à 18,50, il y a 10 ou 15 ans, c'est un baccalauréat qui valait 14 ou 15. Par le jeu des options, par le jeu du TPE, etc., les notes, vous le savez sans doute, sont relevées artificiellement. Vous avez des points de jury. Vous avez peut-être entendu parler du scandale qu'il y a eu au brevet des collèges en 3e dans l'académie d'Orléans-Tours, où le barème était sur 24 et pas sur 20. Donc ça, c'est une réalité. On ne peut pas la nier. Donc c'est plus qu'un horizon, c'est une réalité. Et moi, je suis désolé. Oui, il faut élever la barre, mais illusionner des jeunes sur les capacités qu'ils vont pouvoir faire, dire à un jeune, tu vas pouvoir devenir avocat alors qu'il n'a pas les capacités pour le devenir, c'est totalement suicidaire. Hein. On maintient des jeunes dans le système qui s'épanouiraient avec d'autres professions que celles
au bout du compte, ils vont devenir, je suis désolé de le dire, chômeurs. Alors, je ne mélange pas tout. Attention, bien évidemment, la pédagogie est essentielle. Je vous rappelle que j'ai fait 15 ans dans l'enseignement secondaire, y compris dans des zones d'éducation prioritaire. Donc, je pense savoir ce qu'est la pédagogie. Ce dont je vous parlais, c'est le pédagogisme. Et ça n'a rien à voir. Le pédagogisme, c'est une idéologie. C'est absolument différent. Enfin, je voudrais ajouter 2 points que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. Il y a 2 choses, moi, qui m'ont choqué, parce que dans ce qu'avait fait, tout à l'heure, je ne l'ai pas épargné, Luc Châtel. Luc Châtel n'a pas été pour moi un bon ministre de l'Éducation nationale. Malgré tout, il a pris certaines mesures qui étaient de bonnes mesures. Et avant lui, également son prédécesseur, Xavier Darcos. Et malheureusement, le gouvernement, pour différents motifs, le gouvernement actuel les a supprimés. Le principal motif étant, et là, je ne suis pas dans le complotisme, un motif que vous avez évoqué tout à l'heure, le manque d'argent. Mais je vais vous livrer les chiffres, vous allez voir, c'est quand même parlant. On a supprimé les bourses au mérite. Des jeunes de milieux modestes qui avaient obtenu au brevet des collèges des mentions très bien, qui eux voulaient poursuivre, qui eux voulaient s'élever, et les parents le voulaient, on leur a supprimé les bourses. Moi j'ai des dizaines de jeunes, et je ne vous mens pas en vous disant ça, qui m'ont appelé, m'ont envoyé des courriers électroniques, et j'en ai même 2 qui ont fait des articles dans la presse pour dénoncer cette suppression des bourses au mérite. C'est, pardonnez-moi de le dire, scandaleux qu'un gouvernement de gauche ait fait ça. C'est une mesure antisociale, au possible. Et puis deuxième chose, on a supprimé également ce qu'on appelait les internats d'excellence. Alors certes, les internats d'excellence, ça coûtait combien? Ça coûtait 10 à 20 millions d'euros. Mais 10 à 20 millions d'euros par rapport aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure, mais c'est peanuts, c'est rien du tout dans le ministère de l'Éducation nationale. Je rappelle que le budget du ministère de l'Éducation nationale, c'est un budget de l'ordre d'une multinationale comme la General Motors. Donc c'est rien du tout, 10 à 20 millions d'euros. Et des études ont été menées sur ces internats d'excellence. Alors les internats d'excellence, c'est pas pour des jeunes d'un très très fort niveau scolaire, mais c'est des jeunes qui en veulent, qui chez eux ne peuvent pas travailler, parce qu'ils habitent dans un 20 mètres carrés, il y a 4 enfants par exemple, ils ne peuvent pas faire leurs devoirs. Donc on les extrait du milieu familial et ils rentrent chez eux le week-end. Et pendant 5 jours, ils sont en internat et les jeunes sont très motivés pour faire ça. Alors, il faut être honnête, on a constaté que les résultats n'étaient pas parfaits dans toutes les matières, mais dans les matières qui ont été testées, qui étaient les sciences, comme les mathématiques, physique, chimie, l'amélioration est très très nette. C'est aussi l'une des mesures qui a été prise de supprimer, parce que ça coûtait trop cher, 10 à 20 millions d'euros, ces internats d'excellence. Même malheureux. Donc, nous allons conclure cette conférence, débat. Je vous remercie d'être venu. Je tiens à remercier également le Midi Libre qui a gentiment et gracieusement fait paraître hier une petite annonce sur notre conférence. Donc, si nous pouvons conclure, nous pouvons voir que finalement tout le monde est d'accord pour replacer l'éducation au centre de la société, finalement qu'elle fait partie de la société et qu'elle est la société. Et je citerai pour cela Leibniz qui disait que celui qui est maître de l'éducation peut changer la face du monde. Je vous remercie, bonne soirée.